Bonjour Madame Lénaïque Peutrec. La loi chinoise de 1992 sur les eaux territoriales inclut les archipels des Spratly et Paracel. Cette lecture essentiellement nationale, au mépris du droit international, pousse la Chine à poursuivre sa conquête en mer de Chine méridionale, étape par étape, pour créer l'effet accompli dont l'accumulation, comme vous avez écrit, au fil du temps débouche sur un changement stratégique majeur. Que consiste cette stratégie des Chinois et en raison de ces revendications, la Chine ne céderait-elle jamais? Alors, les revendications territoriales de la Chine en mer de Chine méridionale appartiennent à la plus vaste dynamique chinoise d'intégrité territoriale et à ce titre, elles figurent au panthéon des intérêts fondamentaux de Pékin, tout comme l'île de Taïwan. La Chine avance comme principal argument de souveraineté celui de ses droits historiques qui reposent sur le principe d'antériorité de sa présence, qui serait attesté par des écrits remontant à la période de la dynastie des Song, soit entre le Xe et le XIIIe siècle. Pékin réclame ainsi une souveraineté sur 80 à 90% de la mer de Chine méridionale. Ces revendications ont été formalisées dans le document dit de la ligne en 9 traits, qui, pour la première fois, a été officialisé par le gouvernement de la Chine populaire par une note diplomatique adressée à l'ONU en mai 2019. Cette déclaration est en elle-même un fait accompli. À cela s'ajoute l'adoption de lois nationales qui entérinent la souveraineté de la Chine sur la mer de Chine méridionale et dont le pays se prévaut pour justifier ses actions. La loi sur les eaux territoriales de 1992 opte ainsi pour une définition extensive des eaux territoriales chinoises en y incluant de fait les archipels des Spratly et des Paracel. Alors je rappelle que ces dernières sont également réclamées par les Philippines, par Taïwan et par le Vietnam. C'est donc en se fondant sur l'antériorité de ces droits historiques inaliénables en mer de Chine méridionale et sur une législation nationale entérinant sa souveraineté, donc le fait accompli, que la Chine procède à des incursions répétées de flottilles de pêche dans les eaux contestées, de patrouilles de ses gardes-côtes, d'opérations de poldérisation des îles et de création d'entités administratives établissant de facto sa souveraineté. Alors, en mars 2024, la Chine annonce une ligne de base exercice dans le golfe du Tonkin. S'y ajoutent ses actions violentes, par exemple à Scarborough et Thomas Gunshot, ce dernier temps, et tout cela fait partie aussi de cette stratégie chinoise. Alors, la délimitation des lignes de base est un sujet hautement sensible en mer de Chine méridionale, pour qu'on comprenne bien le caractère stratégique, parce que la mer de Chine méridionale est sujette à de nombreuses revendications territoriales qui opposent une grande majorité des pays côtiers. Les lignes de base présentent un aspect donc stratégique fort, car elles président au calcul de la frontière du territoire de l'État côtier et de ses eaux intérieures d'un côté, et des zones maritimes placées sous la juridiction de l'État de l'autre. Ces zones maritimes sont entre autres la mer territoriale et les zones économiques exclusives. On peut en effet y voir une prolongation des actions chinoises pour imposer une souveraineté de fait. Comme je l'expliquais, le modus operandi chinois commence par un fait accompli. C'est bien le cas ici, car il s'agit d'une promulgation unilatérale d'un nouveau tracé. Il est à craindre que la Chine continue en effet à observer le même mode d'action en ayant recours à une législation nationale pour asseoir d'un point de vue juridique ses actions. Les derniers incidents survenus sur Second Thomas Shoal et sur le récif de Scarborough participent des actions chinoises menées en mer de Chine méridionale depuis 2004. Il faut signaler ici que celle-ci bénéficie d'un appui supplémentaire avec les nouvelles applications de la loi sur les gardes-côtes qui, à partir de ce samedi 15 juin, sont autorisés à arrêter des navires étrangers et à détenir sans procès les membres de leur équipage en mer de Chine du Sud. Alors, vous avez évoqué aussi dans votre recherche publiée dans l'Asia Focus de l'IRIS en mai dernier que, je cite, l'actuelle politique chinoise de bon voisinage pensée pour encourager l'intégration économique régionale pouvait être comprise comme une vision actualisée du système tributaire de la Chine impériale. Et pourquoi faudrait-il se méfier de cette politique et que risqueraient les pays voisins en conflit de souveraineté avec la Chine? Il y a des éléments historiques et culturels à votre question qu'il me semble important de souligner afin d'avoir une appréciation plus complète de l'action chinoise aux côtés d'éléments factuels. Alors je commencerai par la vision cyclique de l'histoire que partagent les Chinois, qui est parfaitement résumée dans un proverbe chinois qui nous dit
Ce qui est uni sera divisé, ce qui est divisé sera réuni. La civilisation chinoise est marquée par une logique historique qui veut qu'après la partition vienne la réunification. En deuxième point, j'évoquerai la vision chinoise de sa centralité. La Chine, qui se dit en chinois Zhongguo et qui veut dire la terre du milieu, incarne cette vision de centralité jusque dans sa sémantique. Partant de cette centralité, le pays vit dans une appréhension géographique du monde qui l'entoure, déterminée par sa vision nodale. Les territoires revendiqués par la Chine en mer de Chine méridionale sont d'ailleurs, pour leur majorité, baptisés en fonction de leur position cardinale vis-à-vis de la Chine. Ainsi, les îles Paracel sont dénommées en chinois îles du banc de l'Ouest, les îles Spratly îles du banc du Sud et le banc Macclesfield îles du banc du Centre. La politique chinoise de bon voisinage participe de cette vision culturelle de la centralité de la Chine. La politique de bon voisinage est en effet pensée pour encourager l'intégration économique régionale et peut en effet être appréhendée comme une vision actualisée du système tributaire de la Chine impériale, fondée sur la centralité du pays. Les facilités économiques et commerciales consenties par la Chine à notre époque actuelle ont supplanté sa protection d'autrefois et les gains de puissance et d'intérêt qu'elle en tire aujourd'hui sont venus remplacer les cadeaux et hommages de ses vassaux. C'est une situation qui ne laisse que très peu de marge de manœuvre aux autres pays côtiers de la région qui n'ont ni la puissance économique ni la force de frappe militaire de la Chine. À ce dernier aspect s'ajoute la quasi-paralysie de l'ASEAN, la principale organisation multilatérale de l'Asie du Sud-Est, qui regroupe l'ensemble des pays qui s'opposent dans les conflits territoriaux avec la Chine. L'association tente en effet depuis plusieurs années de faire adopter un code de bonne conduite en mer de Chine méridionale, code qu'elle souhaite juridiquement contraignant, mais qui pour l'heure se heurte à l'opposition systématique de Pékin. Alors pourquoi la mer de Chine méridionale est un terrain d'expérimentation pour que la Chine impose sa vision d'un nouvel ordre mondial et comme vous l'avez évoqué dans votre recherche? Alors, il faut tâcher, il me semble, dans un premier temps, de comprendre les revendications de Pékin en mer de Chine méridionale, ou plutôt ses motivations. Donc, elles sont, pour moi, triples. Il s'agit, sur le plan de garantir la poursuite des activités de pêche, de protection et d'exploitation des ressources énergétiques et minières qui sont indispensables à la poursuite du développement de la Chine. En second lieu, il s'agit de la sécurisation des accès aux routes maritimes, prioritairement les accès ouvrant sur les océans Indien et Pacifique, qui sont primordiales pour la continuité des flux commerciaux chinois. Sur le volet sécuritaire, la libre circulation en mer de Chine méridionale est un atout majeur pour la crédibilité de la dissuasion maritime chinoise, ces bases de sous-marins lanceurs d'engins étant, pour leur grande majorité, positionnées sur l'île de Hainan, au nord de la mer de Chine méridionale. Alors, il ne faut pas oublier non plus la forte présence américaine dans la région qui alimente le sentiment d'insécurité de la Chine et le net renforcement récemment des alliances des États-Unis avec les pays de la région pour ouvertement contrer la montée en puissance de la Chine. La configuration de la mer de Chine méridionale place également la Chine dans une situation d'enclavement et de forte dépendance vis-à-vis du détroit de Malacca, lieu principal de passage de ces flux commerciaux. D'ailleurs, la politique chinoise, dès 2023, avait souligné l'extrême dépendance du pays vis-à-vis de ce point de passage et la subséquente précarité des approvisionnements énergétiques du pays, faute d'un itinéraire maritime alternatif. Donc, la Chine, motivée par ce sentiment d'endiguement et d'insécurité, déterminée à garantir ses intérêts fondamentaux, dont la réunification du pays qui est au cœur de la politique chinoise de grande renaissance de la nation, politique par ailleurs phare de l'ère Xi Jinping. Donc les motivations de la Chine nous laissent imaginer que celle-ci pourrait tester les réactions de la communauté internationale en mer de Chine méridionale en grignotant petit à petit les espaces qu'elle revendique lui appartenir. La mer de Chine méridionale serait ainsi un premier laboratoire pour mettre à l'épreuve un nouvel ordre aux caractéristiques chinoises avant de passer à l'étape suivante, celle de la réunification avec l'île de Taïwan. Merci Madame Lénaïque Lepeutrec.
Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes analyste et chercheuse indépendante sur la Chine contemporaine et votre dernière analyse intitulée La Chine dans les conflits en mer de Chine méridionale, décryptage des nouvel ordre aux caractéristiques chinois a été publiée dans l'Asia Focus